Il est 18h50, nous poursuivons cette édition spéciale consacrée à Jean-Paul Belmondo. L'homme de Rio nous a quittés. Le professionnel est décédé à l'âge de 88 ans. C'est une partie de notre vie qui disparaît. L'animal a illuminé le cinéma français pendant plus de 60 ans. Il était drôle, émouvant, infiniment sympathique et incroyablement normal. Je me permets un souvenir. Dans son appartement, je l'interviewais de bon matin. Il était magnifique. En dépit de son problème de santé, il portait une eau de toilette délicieuse. Et après notre entretien, je me penche vers lui et spontanément, je lui glisse « Elle était belle, Raquel Welch ». L'actrice américaine avec qui il a tourné L'Animal, il m'a répondu avec un immense sourire et un regard d'enfant. Ah oui, elle était très belle, Raquel Welch. Nous allons continuer de faire vivre Jean-Paul Belmondo sur BFM TV, autrement dit partager l'itinéraire de cet enfant gâté du cinéma français. Emmanuel Macron évoque ce soir un trésor national. Il a parfaitement raison. Et nous allons tout de suite découvrir un extrait de film avec Jean-Paul Belmondo, itinéraire d'un enfant gâté, vous l'imaginez bien. On retrouve tout de suite cet extrait. Jean-Paul Belmondo avec Richard Anconina, itinéraire d'un enfant gâté, le film de Claude Lelouch. Vous me rappeliez à l'instant même, Candice Mahmoud, qu'il s'agissait du seul César de sa carrière. Ça paraît fou, mais oui, quand on se dit ça, effectivement, c'est le seul César de sa carrière qui n'est d'ailleurs pas venu chercher, parce que... Bon, il avait attendu assez longtemps, finalement. Et puis, je suis assez persuadée qu'il aurait préféré recevoir non pas un César, mais un Paul Belmondo. Un Belmondo. Son père était sculpteur, évidemment, à qui il voit une immense admiration. Ça a créé des tensions avec l'Académie du cinéma, hein, cette histoire. Quelque peu, voilà. Il aurait vraiment préféré... mais l'Académie du cinéma a préféré César. Et c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, il sort d'une sorte de passage à vide au cinéma, hein, Jean-Paul Belmondo, et que Claude Lelouch a ce talent qu'il sait, il sait aller rechercher Jean-Paul Belmondo à l'apogée peut-être pas de sa carrière du coup, mais de l'homme qu'il est à ce moment-là. Il sait utiliser le fait que Jean-Paul Belmondo est un peu fatigué de tout ça, il ne trouve pas le rôle qu'il veut. Il est un peu finalement le personnage de ce film et on le retrouve et on est tellement heureux à cette époque-là, autant le public que ses pairs manifestement, de le retrouver et ça donne des scènes cultes comme on vient de les voir. On le voyait il y a quelques instants aux côtés d'Alain Delon. Est-ce qu'il y a eu une véritable rivalité entre ces deux comédiens ? Alors, il y en Moi, je crois que oui, mais... Il y en a une, après ils s'en défendront, les uns ou les... Jean-Paul Belmondo dit qu'il n'y en a jamais eu véritablement, mais en réalité, déjà, dans les faits, il y en a eu une au moment de Borsalino, puisque à l'affiche du film, il y a eu quand même un procès à l'issue du film, parce qu'il y avait 2 fois le nom de Delon et seulement une seule fois celui de Belmondo. Belmondo gagnera justement le procès, mais ensuite, ils se rabibocheront, ils ne seront jamais fâchés, et Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, en tout cas, diront toujours qu'ils se voient une admiration sans borne. Laurent Bourdon, merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur d'un définitivement Belmondo. On va trouver de meilleurs titres aux éditions Larousse. Bon, elle a bien eu lieu, la tension entre les deux. Oui, deux absolument. comédiens. Alors, ils étaient très copains avant. Ils se sont connus dans les soirées à Saint-Germain-des-Prés dans les années 60. Ils ont tourné ensemble Sois belle et tais-toi avec Mylène de Mongeau. Et dans ce film, c'est assez amusant parce que jouent 2 petits malfrats. Et il y en a un qui reste quasiment tout le temps dans le troquet, le QG, avec sa petite copine, et puis l'autre qui fait le coup de poing, qui grimpe sur la façade de l'hôtel particulier, et vous savez évidemment lequel fait quoi. Je le devine. Eh bien non, c'est Belmondo qui reste dans le troquet, c'est pas vrai. Et c'est Delon qui escalade, qui se bagarre avec les méchants et tout ça. C'est assez amusant de voir, regardez, Sois belle et tais-toi, ça existe en DVD, et c'est lui qui est tranquille dans le... C'est une de leurs premières réunions au cinéma ? Absolument, c'est la première. Voilà, et puis évidemment, après, il y aura Borsalino. Le tournage se passe très bien, il n'y a aucun souci. Et puis, c'est effectivement, à la sortie du film, sur l'affiche, Alain Delon présente, Alain Delon, Belmondo. Ça n'est pas passé. Peut-être un petit peu procédurier à ce moment-là. Il fait vraiment un procès. Non, mais je le comprends, écoutez, c'est pas normal. Oui, puis l'affiche, c'est l'affiche. Delon, Belmondo ou Belmondo, Delon. Voilà. Mais Delon, il a... Pardon. Non, mais juste finir, si on cherche dans les archives de l'INA, vous trouverez un montage qu'a fait France Roche à l'époque, où elle interviewait séparément Belmondo et Delon, et il s'envoie quand même vraiment des vacheries, quoi. Hein. Vraiment, c'est méchant. Après, effectivement, ils se sont retrouvés, ils sont redevenus copains. Et évidemment, jusqu'à une chance sur 2, par exemple, ils ont tourné ensemble et ils ont toujours fait la course en tête, comme ils ont dit. Et je pense que là, il y en a un des deux qui est très triste. Antoine Duléry, merci de nous avoir rejoints. Vous avez partagé l'affiche avec lui, vous l'aimiez énormément. Vous avez passé un temps fou avec lui, notamment au restaurant, puisque vous partagez cette passion, que je partage avec vous d'ailleurs. Quel est votre dernier souvenir avec Jean-Paul Belmondo? Parce que je sais que vous le voyez très régulièrement. Mon dernier souvenir, je crois que c'est il y a 5 jours. 4 ou 5 jours, voilà, j'ai été le voir chez lui et...
Bon, je savais que malheureusement, on s'approchait de la fin, mais j'ai pu lui parler. Et puis voilà, je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit, je viendrai te voir très vite. Je l'ai embrassé sur le front. Puis je ne savais pas que malheureusement, il partirait si vite. Mais évidemment, je savais qu'il était très, très fatigué. Je savais qu'on se rapprochait de la fin. Mais j'avoue que c'est assez soudain. Donc je suis sur le coup, comme tous les Français. Oui. Parce que j'ai appris ça. C'est vrai que c'est 25 ans d'amitié, 25 ans de drôlerie, je l'ai rencontré en 1994 sur le film Les Misérables, grâce à Claude Lelouch, et on ne s'est jamais quitté. Et c'est vrai que c'est énormément de souvenirs, de rires, de déjeuner, beaucoup de déjeuner, hein, dans un restaurant magnifique qui s'appelle Chez René, je le cite, parce que c'est vraiment le restaurant qui a été notre cantine. Et on s'est beaucoup vus, et c'est vrai que je garde de lui des rires et un courage extraordinaire, parce que il a eu pendant 20 ans cet AVC, et jamais, jamais, jamais je ne l'ai entendu se plaindre. Quel a été votre dernier échange, il y a 5 jours? Ça a été... Ça se passait dans le regard? C'était dans le regard, oui, c'était dans le regard. Je lui ai rappelé notre collaboration dans La puce à l'oreille. Voilà, j'ai essayé de le faire sourire un peu. On s'est regardé, et puis la fois d'avant, voilà, je lui avais parlé dans l'oreille, et il avait acquiescé comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait la conversation était difficile, il n'y avait plus vraiment de lien, mais quand même dans le regard, il y avait ces échanges, parce que je crois qu'il nous entendait, et il savait qu'on était là. Voilà, donc c'est très proche, et vraiment, c'est vrai que je suis sur le coup de ce départ d'aujourd'hui. Et cette rencontre est donc très récente, puisqu'elle date de 5 jours. Alors, vous l'avez certainement rencontré plusieurs fois dans son appartement de la rue des Saints-Pères. Et il y a quelques instants, on recueillait des témoignages dans cette rue. On va écouter les passants, les Parisiens, et tout simplement ces Français qui aiment Jean-Paul Belmondo. Oh, je suis émue parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, dans le quartier, hein, c'était quelqu'un de simple, hein. Quelqu'un qui était généreux, parce qu'on avait un SDF qui est juste à côté. Enfin, c'est la mémoire que j'ai là aujourd'hui. C'est qu'il s'arrêtait pour discuter, il s'arrêtait pour lui donner un petit billet, pour aller boire un café, pour aller... voilà. Ça me rend très très triste, parce que c'était un homme merveilleux qui était heureux, qui était la joie de vivre, qui s'y croyait pas. Voilà, c'est toute ma jeunesse, et c'est toute une époque de notre vie qui est en train de sauter. En plus, c'est vrai qu'on le voyait de temps en temps dans le quartier, et même quand il était amoindri, il avait toujours le sourire. Il a protégé un peintre qui était là pendant des mois, qui peignait dans la rue, qui l'a protégé. C'était un homme généreux, vraiment. Voilà, c'est une page qui se tourne, et c'est triste. Bon, il est aimé, hein, cet homme dont on est en train de parler, même par ses voisins. Ça semble une évidence pour tous ceux qui nous écoutent et qui partagent cette émission. Antoine Duléry, racontez-nous quand même ce que c'était de passer des moments avec lui. On a envie qu'il vive ce soir. Qu'est-ce qui vous faisait rire? Vous savez, moi, qu'est-ce que vous partagiez? La première fois que je l'ai rencontré, c'était donc pour Les Misérables. Et donc je me retrouve au Fort de Joux où on tournait. Je vais pour réclamer ma clé de chambre, et j'entends pit, pit. Alors je me retourne, et il y avait Jean-Paul Belmondo et Tiki Olgado qui me disent viens, cache-toi. Je ne les connaissais pas, je connaissais pas Jean-Paul. Alors je me cache. Vous ne l'aviez jamais rencontré? Non, je l'avais juste à la fin d'une Bonjour Monsieur Belmondo. Et je me cache avec lui. Et il me dit, j'ai envoyé mon maquilleur dans un restaurant qui n'existe pas, donc dès qu'il va partir, on va monter dans sa chambre. Et je me retrouve avec Jean-Paul, que je ne connaissais pas. On a tout déménagé dans la chambre du maquilleur, tout, il n'y avait plus rien, plus de plumard, plus rien. Et après, Jean-Paul, attendez, c'est pas fini, Jean-Paul a amené une chèvre vivante qu'on a mis dans la baignoire. Après, l'autre est revenu furieux en disant, ce restaurant n'existe pas. Nous, on s'est planqué, et on a assisté à Charlie Coubesserian qui est rentré dans sa piole, il n'y avait plus rien, plus de matelas, et il a entendu bé. Et dans la salle de bain, il y avait une chèvre très gentille, à qui évidemment n'a fait pas de mal, qui était là. Ça a été ma première rencontre avec Jean-Paul, et j'ai dit, on va bien se marrer, et ça a duré 25 ans. Ben voilà ce qui faisait rire Jean-Paul Belmondo, ça ne vous étonne pas, Laurent Bourdon? Non, c'est un grand classique, voilà. L'aménagement des chambres d'hôtel, et une fois avec François Perrier, je crois, pendant le tournage du film avec Henri Verneuil, dont vous allez me rappeler le titre, ou que je vais retrouver dans ma fiche. Oui, je crois que c'était Week-end à Zuidcote. Week-end à Zuidcote, voilà, c'est ça. Et en plus, ils avaient déménagé des chambres, et à 3h du matin, ils frappent à la porte de François Perrier, et ils ont placé devant sa porte une armoire normande avec une glace. Oui. François Perrier ouvre, donc se voit, dort à moitié, va se coucher, sa femme lui demande qu'est-ce que c'était, c'est rien, c'est moi. Et donc voilà, il déménageait, il faisait des blagues tout le temps. Je voyais tout à l'heure passer Emmanuel Riva dans Léon Morin-Prêtre. Il y a eu des histoires terribles, parce que lui, il avait besoin, alors confirmé qu'il n'avait absolument pas besoin de se concentrer avant le clap. Voilà, il était là, on devait des scènes dramatiques. Léon Morin-Prêtre, c'est pas quand même une rigolade. Hein, non, c'est pas une galéjade, oui. Bon, alors elle, par contre, elle était très
voilà, comme ça, intériorisé. Voilà, et donc, elle avait même demandé au réalisateur de dire elle-même moteur, action. Oula. Le moment où elle sentirait le moment, quoi. Bon. Et Belmondo a pouffé de rire quand il a, dans les coulisses derrière, enfin derrière le décor où il devait arriver, quand il a entendu Emmanuel Riva dire moteur, action, voilà. Il l'a raconté, donc je me permets de le raconter. Il avait deux mauvais souvenirs, Jean-Paul. Oui. Il avait ça, puis il avait surtout un film qu'il détestait, c'était Moderato Cantabile, où il est formidable, parce que c'était quand même d'après Duras, et c'était réalisé par Peter Brook. Et alors là, c'était épouvantable. Il me disait, je me suis jamais autant fait chier, parce que le mec disait, quand vous buvez votre verre de vin, c'est comme si vous disiez que vous l'aimiez. Il dit, ben, vous avez qu'à me le dire, et puis je dirais, je vous aime. Il s'était fait chier, il détestait ça. Jean-Paul, c'était la décontraction absolue. Il n'avait pas fait l'acteur studio, il a fait simplement l'école de la vie, l'école de la bonne humeur, et c'était vraiment un homme absolument magnifique. Il était raccord. Moi, c'était mon héros, mon idole, et j'ai rencontré un type qui était raccord, qui était exactement, c'est pour ça qu'il a été tant aimé par les Français, il était exactement au cinéma comme il était dans la vie. Laurent Bourdon. Et à propos de Moderato Cantabile, il s'est quand même extrêmement bien entendu avec Jeanne Moreau. C'est elle qui l'avait appelé sur le tournage. Il passait des soirées bien arrosées et tout allait bien. Et c'est ce film-là qui va faire qu'il ne fait plus de théâtre. Il devait faire Château en Suède de Françoise Sagan, mise en scène par Barsac, et il ne peut pas refuser. Vraiment, Jeanne Moreau, pour lui, c'était vraiment très important, et donc il ne peut pas refuser. Donc il dit à Barsac, je m'en vais, je vais faire le film de... Et Barsac commence à dire, mais Jean-Paul, tu ne remettras jamais les pieds sur une scène de théâtre. Ce qui est effectivement vrai, avant Keane, donc combien de temps après 28, au moins 30 ans. Oui, voilà. Oui, 28 donc ans. voilà, il aurait pu, mais... Ça a été son grand plaisir. Et j'ai eu la chance, moi, de faire 230 fois la puce à l'oreille avec lui sur scène. C'est ça aussi qui nous a liés. Oui. Et c'était un moment merveilleux. On déconnait vraiment en coulisses. Et c'était toujours dans la déconnade. Le professionnaliste, c'est-à-dire qu'il ne se prenait jamais au sérieux. Il me disait toujours, il faut faire ce métier sérieusement, sans se prendre au sérieux. On va l'écouter évoquer son désir d'avoir choisi ce métier. Moi, je rêvais d'être acteur tout petit. Je ne le disais pas. Mais je jouais des clowns, toujours. Et puis, à 16 ans, j'ai dit à mon père, je vais être acteur. Il est dit, enfin, parce que je ne faisais rien. J'étais nul à l'école, nul. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, me dit-il. Et je lui dis, je veux être acteur. Oh, ça l'amusait beaucoup. Et par exemple, quand j'étais sur l'avion, il dit, oh, l'avion, mais t'es fou sur l'avion. Ça lui donnait une sorte de... Oh, c'était bien. Voilà, Jean-Paul Belmondo qui nous explique son désir de devenir acteur. Ariel Dombal, merci beaucoup d'être avec nous. Ce qui est plaisant dans cette soirée, en dépit de l'émotion que nous partageons tous, c'est de l'entendre vivre, de savoir à quel point il aimait la vie. Vous avez partagé l'affiche avec lui dans le film Amazon. Quel est le premier sentiment qui vous vient quand vous pensez à vos échanges avec Jean-Paul Belmondo? Alors, c'était être magnifique, c'était être tout en générosité, en candeur, en effervescence, sans compter. Jean-Paul, nous avons tourné pendant 7 semaines à Cuba et ça n'a été que rire, cascade de rire. Ça n'a été que rire. Je me permets de vous interrompre, Ariel. On va essayer de rétablir une liaison qui soit de meilleure qualité, mais merci de cette première intervention. On essaye d'affiler un tout petit peu les choses et on vous retrouve dans un instant pendant que la liaison sera, je l'espère, de meilleure qualité. Vous nous dites tous que le rire était présent en permanence avec lui. C'est quand même extraordinaire. Tout le temps. Mais excusez-moi, ça peut être difficile pour un partenaire aussi, cette décontraction. Non, parce qu'il était extrêmement professionnel. C'est-à-dire que Jean-Paul, quand j'ai fait Les Misérables, je me souviens, on tournait à 5h du matin. Il était texte su, tête faite, comme disait Jean Gabin, et il était extraordinaire. Donc, non, au contraire, moi je me souviens dans La puce à l'oreille, j'ai eu un trou épouvantable, et il m'a complètement, avec lui, on était tous les deux sur scène, et il m'a complètement récupéré. Il m'a dit ce que je devais dire, mais vous devez me dire ça, puis je devais vous répondre ça. Mais c'est marrant parce que je ne savais plus où j'habitais, 800 personnes, et il m'a complètement aidé. Après, moi j'étais tétanisé, puis mais on s'en fout. C'était marrant, il y a eu un trou, ça m'a fait rire. Pardonnez-moi, il vous a refait votre échange, c'est-à-dire vos échanges de textes en direct pendant le spectacle, le temps que vous repreniez votre... Il m'a dit, parce que je suis arrivé, je lui ai dit ses propres répliques, alors que je devais dire mes propres répliques. Lui disant ses propres répliques, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un trou, et là, il a dit, mais vous deviez me dire ça,
Et puis moi, je devais vous répondre ça pour me remettre sur les rails. C'est merveilleux. Et ça a été formidable. Et moi, j'étais tétanisé, mais lui s'est marré. À la fin, je me suis expliqué, mais on s'en fout, c'était rigolo. Et tout ça, il a eu un trou, qu'est-ce qu'on s'est marré. Tout était dans le rire, mais à la fois avec un vrai professionnalisme. Il jouait 3 heures sur scène, après il prenait une douche, et il allait dans le hall du théâtre signer pendant 3 quarts d'heure les autographes aux gens. Tous les soirs. C'était un amoureux de son public. C'est pour ça qu'il n'a jamais triché avec ce qu'il était, Jean-Paul. Je précise qu'on est en train d'essayer de rétablir la liaison avec Ariel Dombal parce qu'il faut qu'on l'entende. Elle avait plein de choses à nous raconter. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est quand même, on sent ces espèces de liens merveilleux qu'il a réussi à tisser avec le monde du cinéma en général, quel qu'il soit, dans des univers totalement différents. J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il disait du mal de ces films intello ou pas? Parce que c'est... Au contraire, non, ça me rassure. Il aimait absolument ces films depuis Godard, justement. Voilà. C'est ça qui est formidable, c'est qu'en 59, ils se trouvent tous les deux. Il sort du conservatoire où les profs ne comprennent absolument pas qui il est, ne le trouvent pas bon acteur parce qu'il ne rentre pas dans les cases, en gros, parce qu'il a un jeu sans doute trop naturel. Il a le jeu qu'il a et que nous, on a tant aimé ensuite. Et du coup, Godard le repère dans la rue, lui dit, vous ne voudriez pas monter, j'ai une chambre d'hôtel. Alors, il se dit, non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Sa femme lui dit, vas-y, parce qu'elle le lit dans les cahiers. Il monte, et là, ils se trouvent tous les deux, où d'un coup, il peut fumer au lit, injurier les spectateurs, parce que dans Un bout de souffle, quand même, ils ne gênent pas, c'est très très drôle, et avoir sa personnalité, être tout simplement qui il est, et là, les deux se trouvent, et c'est ce qu'on sait, c'est la révolution qu'on sait, cette nouvelle vague, ça a complètement cassé les codes du cinéma. Moi, il me disait toujours, pardon Laurent, il me disait toujours, on me fait chier avec Godard, toujours Godard, mais j'ai fait les 3 meilleurs. Pierrot le Fou, À bout de souffle. Oui, on est bien d'accord. Il en avait marre qu'on lui parle tout le temps de ça, mais il les avait faits, et c'est vrai qu'il a fait... Et il parlait Laurent Bourdon. Sa voix de Godard qui lui donnait des fourmis dans les jambes, qui lui donnait des fourmis. Et le premier film de ce court-métrage... Excusez-moi, mais pourquoi la voix de Godard lui donnait des fourmis dans les jambes? J'ai pas bien compris. Parce qu'il parlait à la Suisse, enfin c'est la Suisse, donc il avait... Non mais donc excusez-moi, oui, c'est quand même Godard. Il a le droit d'avoir un léger accent suisse. Voilà, parce que vraiment la rencontre, effectivement, était un peu bizarre. C'est sa femme qui l'a poussé à aller faire ce court-métrage en lui disant, écoute, si c'est une proposition malhonnête, tu sais te défendre. Bon, donc il n'y a pas de problème. Donc il a tourné ce court-métrage que je vous invite à voir sur je ne sais plus quel DVD, il est en bonus. Et ce film était tourné en version muette. Et lorsqu'il a pu, enfin, Godard a pu vendre son film en première partie de Lola, de Jacques Demy, excusez du peu, Belmondo était en Algérie. Et donc, il ne pouvait pas faire la voix off. Et donc, il a demandé l'autorisation à Belmondo de doubler lui-même, Godard, le film. Et donc, on connaît maintenant ce film avec la voix de Godard et le visage de Belmondo. Et je me suis toujours posé la question et vous venez de m'apporter la réponse. Voilà. Et Jacques Becker, en regardant ce film, a dit, oh non, je ne peux pas prendre ce comédien-là dans Le Trou. C'était son dernier film, Le Trou. C'est vrai que tellement il parle faux. Jean-Paul, qui avait cette gestuelle formidable, avec la voix très... Vous voulez pas qu'on l'écoute? Je vous donne la parole. Justement, chez Godard. Voilà. Allons chez Godard. À la fois, c'est ce qui fait le charme de ce personnage. Et il a le droit d'insulter le téléspectateur. Le face caméra, ça se faisait pas à l'époque. Face caméra, il improvise, c'est lui qui dit ça. Il y a ça aussi dans Pierrot le Fou, quand il se retourne, à qui tu parles? Au spectateur, et il regarde la caméra. Ça, c'était très Godard, c'était vraiment la modernité de Godard. Il était à peu près persuadé pendant tout le tournage que le film ne sortirait jamais. Il n'y croit pas, il dit c'est une plaisanterie. Il devait faire un film de Duvivier qui s'appelle, et que finalement c'est Pierre Mondy, je crois qu'il l'a remplacé, et son agent lui dit, t'es fou, enfin non, on va pas chez Godard. Il le fait quand même, parce que finalement le court-métrage, ça lui avait plu, tout ça, voilà. Et donc il le fait, mais pendant tout le temps, il dit, non, ça sortira jamais, parce que c'est tourné n'importe comment. Tout le monde est là, Godard dit, non, bah là aujourd'hui, non, bah non, à demain. Et puis tout le monde s'en va, et puis voilà, le tournage se fait pas, et la première séance, c'est le premier plan, enfin le premier tour, la première scène qui va tourner, c'est dans une cabine téléphonique, et puis bon, bah il sait pas ce qu'il doit dire, mais il est dans la cabine téléphonique, et puis il part. Donc c'était quand même très très décousu. Il avait son idée, Godard avait son idée, le film est un pur chef-d'œuvre, évidemment, mais aussi grâce à Belmondo. Belmondo est surprenant. On a des mystères qu'on doit élucider ce soir. Vous nous avez expliqué tout à l'heure pourquoi il n'aimait pas initialement les Césars, parce qu'il aurait voulu que ce fût des Belmondo. Alors évidemment, en hommage à son père qui était un très grand sculpteur lui-même. Il y a d'autres questions qui se posent. Alors on a compris que sa relation finalement avec le cinéma de Godard est un peu plus ambiguë qu'il n'y paraît. Est-ce qu'il aimait fondamentalement ce métier et est-ce qu'il le partageait avec les autres comédiens, je veux dire. Et alors, autre question très importante, son début de carrière. Le
conservatoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est rejeté, il est pris. Et qu'est-ce qu'on lui reproche à ce garçon que le monde entier a adoré? On lui reproche d'être trop moderne. Ça veut dire quoi être trop moderne, Antoine Parce qu'il Duléry, à avait une l'époque? décontraction comme ça. Il disait à Pierre Dux, qui était le professeur du conservatoire, qui ne pouvait pas le blairer, il dit quelles sont vos lectures? Il disait l'équipe. Alors ça le faisait chier. Et puis c'est vrai qu'il avait cette décontraction. Un professeur lui disait regarde comme il bouge cet animal-là. Et c'est vrai qu'il a eu un accessite à la fin du conservatoire, ce qui a été terrible, parce que son père lui a dit alors tu as eu un prix, un rappel d'accessite. Oui. Et il n'avait pas de truc, parce qu'il avait une espèce de modernité. Comme disait Rochefort, c'était Superman, mais sans savoir qu'il était Superman. Il est arrivé comme ça, il a tout comme un vent de folie, il a tout comme ça à résumer, une espèce de décontraction, et il a tout emporté. C'est pour ça qu'il est devenu une star. Mais il ne faut pas oublier, mon cher Yves, qu'effectivement, auparavant, bien avant À bout de souffle, il fait 15 pièces de théâtre. Il ne faut pas oublier qu'Oscar, la pièce qui a été évidemment interprétée après par notre ami De Funès, que vous avez bien connu, a été créée au théâtre par Jean-Paul Belmondo et Pierre Mondy. Pierre Mondy dans le rôle de Funès, et Jean-Paul jouait le rôle de Claude Rich. Donc il a 15 ans de théâtre avant de faire À bout de souffle. Ça, les gens l'oublient. On retrouve Ariel Dombal, excusez-moi, je vous interromps, qui était avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir repris un téléphone, Ariel Dombal, pour évoquer notamment vos rapports avec lui sur votre tournage dans le film Amazon. Expliquez-nous cette rencontre, est-ce que vous avez ressenti? Ah, nous avons une Ariel spectrale, mais qui visiblement ne m'entend pas. C'est pas de chance ce soir pour nos liaisons avec Ariel Dombal. Bon, est-ce que vous m'entendez, Ariel Dombal? Je vous entends. Je suis à la Cinémathèque pour l'inauguration du musée du cinéma de Méliès à George Lucas. Et c'est ici où on rendra bien entendu hommage à Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un être merveilleux. J'ai eu donc cette chance de faire avec lui ce dernier film Amazon, avant son accident. C'est Philippe de Broca, avec qui il a fait Le Magnifique, avec qui il a fait L'Homme de Rio. Et Jean-Paul, on est resté 7 semaines à Cuba, et les gens à Cuba adoraient Jean-Paul Belmondo, comme le reste de la planète, parce que c'était un homme totalement vrai. Il était le même avec la personne la plus pauvre et avec les puissants. Il était le rire, il était la générosité. C'est un mythe français, c'est un immense acteur de théâtre et en même temps quelqu'un de tellement sympathique. On imaginait qu'on pouvait lui passer le bras autour des épaules. C'était bébelle pour les Français, c'était la générosité, la gentillesse et le talent au poste de commande. Et ce grand écart qu'il a fait aussi dans sa carrière, de Godard à tous les films les plus comiques et les plus extravagants, avec ses cascades qu'il aimait tellement faire lui-même. Et Belmondo, dans le cœur des Français, c'est un peu la France. Il est né en riant, et j'espère qu'il est mort en riant, parce que son rire était quelque chose d'irrésistible. Merci infiniment Ariel Dombal d'avoir pris la parole depuis la Cinémathèque où un hommage lui sera rendu. Vous venez de nous l'annoncer. On vient d'évoquer le cinéma de Broca avec Ariel Dombal. De Broca, c'est une grosse page dans la vie de Belmondo et des films qu'on adore. Enfin, moi, L'Homme de Rio. Voilà. Et puis il n'y a pas que nous. Et là, on parlait de Cuba. Je ne sais pas si aujourd'hui Cuba va réagir à la mort de Jean-Paul, mais les États-Unis sans doute. Enfin, il y a plein d'infos qui vont venir à droite à gauche. Là, Robert Kennedy, sa femme va au cinéma. Lui, il n'a pas envie d'aller voir Un Homme de Rio, il va voir autre chose. Sa femme va le chercher dans l'autre cinéma en disant « Mais viens voir, c'est génial !» Et Robert Kennedy va parler, va faire toute la publicité de Jean-Paul Belmondo et du film aux États-Unis. Et puis, si vous avez lu, et vous allez relire peut-être André Makin dans Au temps du fleuve amour, il raconte comment, là-bas, dans sa Russie natale, il marchait des heures et des heures pour aller au cinéma le plus éloigné, où il y avait le visage de Belmondo sur la façade, qui passait pendant des semaines et des semaines le Magnifique, et il a appris le français sur les lèvres de Belmondo. Il y a des pages absolument formidables d'André Makin, là, Académie française tout de même, qui a appris le français grâce à Bébel. Alexandre Arcadi, merci d'être avec nous. Vous l'avez dirigé dans votre film Hold Up, c'était en 1985. Moi, je voudrais savoir ce que l'on ressent quand on dit allez, ça tourne, et qu'on a Jean-Paul Belmondo devant sa caméra. On a un acteur. On a un comédien, c'est extraordinaire. C'était devant la caméra, c'était un enfant.
C'était un enfant qui attendait les instructions du metteur en scène pour agir, pour faire encore plus. C'était quelqu'un qui aimait jouer, mais qui aimait vraiment jouer et qui le faisait avec bon cœur. Il était là sur le plateau tout le temps, bon camarade avec les autres comédiens. Et c'était un personnage qui apportait surtout une espèce de chaleur comme ça, communicative, et grand acteur. Grand acteur, il ne faut pas oublier le personnage qu'a été Jean-Paul, qui réussissait à jouer tous les rôles. Avant lui, bon, il y avait Gabin, après c'était Jean-Paul. C'était Belmondo, Bébel, c'était un homme absolument incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, on a envie d'être triste, mais lui n'aurait pas voulu qu'on soit triste. Il aurait voulu, comme disait Ariel, qu'on rigole, qu'on se marre, parce que c'est ce qui le motivait le plus dans la vie, c'était de rigoler. D'où lui venait cette incroyable décontraction qu'on décrit depuis le début de ses hommages. Bon, il a choisi le métier qu'il aimait le plus au monde, il a réussi à le faire, il se retrouve à tourner avec de très grands metteurs en scène et on a l'impression qu'il n'y a aucune pression, ou alors qu'il savait la dominer. Quelle est votre analyse, vous? Comment vous avez perçu ça chez lui? C'était quelqu'un qui avait de l'instinct, qui savait choisir ses rôles, et qui prenait plaisir à les interpréter, toujours dans la bonne humeur. Bon, moi j'ai eu la chance de tourner un film qui s'appelait Hold Up, dans lequel Jean-Paul était habillé pratiquement la moitié du film en clown. C'est ce qui y allait le mieux. Vraiment, c'était quelqu'un qui faisait des blagues tellement souvent que c'est un personnage qui lui collait à la peau. Et je dois dire que moi, en tant que metteur en scène, j'ai été bluffé par cette espèce de professionnalisme décontracté. Mais au-delà de ça, quel plaisir pour le metteur en scène d'épier comme ça, par moments, des choses qui ne sont malheureusement pas à l'image. Alors, par exemple, je me souviens de lui et de Villeray dans une voiture, je les filmais, moi j'étais à l'extérieur, je ne pouvais pas être avec eux, mais je les entendais. Et entre les prises, ils imitaient, ils se racontaient l'histoire du cinéma, ils imitaient Rému, ils imitaient tous ces grands acteurs, et c'était un plaisir incroyable de les entendre, et j'avais qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir filmer ces moments. Malheureusement, voilà, c'est dans ma mémoire et ça restera dans mon cœur. Vous restez avec nous, Alexandre Arcadi, Antoine Duléry. J'ai l'impression que la concentration se faisait dans la déconcentration, d'une certaine façon, avec Jean-Paul Belmondo. Il avait besoin de déconner. D'ailleurs, je crois que sur Un singe en hiver, Gabin, il comprenait rien, parce que Gabin était assez sérieux. Oui. Et lui, il faisait le con juste à la dernière. Il avait besoin d'être décontracté absolu. Et toc, dès qu'il y avait le moteur, il était dans le truc coupé. Alors, je te disais, moteur. Alors, il avait besoin d'être dans la déconne absolue pour être dans le personnage. C'est-à-dire que la concentration pour lui, c'était l'inverse de ce qu'il fallait faire pour être dans son personnage. Il respectait son texte. Jusqu'à la dernière. Il respectait son texte à la virgule ou il improvisait? Ah non, il savait très bien son texte, il était extrêmement professionnel. Il avait toujours cette espèce de décontraction, encore quand on dit toujours, mais surtout cette désinvolture qui n'en était pas une. Oui. Il avait cette grande qualité de faire croire qu'il ne travaillait pas, alors qu'il savait son texte rasoir, évidemment. Et c'est pour ça que quand il est revenu au théâtre, ça s'est fait immédiatement. Mais ça, c'est l'apanage des grands acteurs, c'est de faire croire que tout est facile, alors qu'avant, ils savent son texte, ils sont à leur pile, et ils sont hyper pro dans leur marque et tout. C'était un bonheur de travailler avec lui. Ça fait 2 fois qu'on cite Gabin, ils se sont parfaitement entendus. Au début, le premier jour, c'était un petit peu... distant, il fallait comment ? Mais lui ne voulait pas faire le lèche-botte. Enfin, Gabin. Gabin, lui, il était là. Alors, ils se sont rencontrés parce que lui, il lisait Paris Turf et Gabin, l'équipe, Belmondo, l'équipe. Donc, ils se sont vus comme ça. Puis petit à petit, voilà. Henri Verneuil, le réalisateur d'Un singe en hiver, donc raconte que ça s'est fait naturellement. L'un n'a pas essayé de faire et ils se sont bien entendus. Et dans le film, quand Gabin dit après le feu d'artifice, viens dans mes bras, t'es mes 20 ans, il le dit. Enfin, veut dire, Belmondo a raconté de nombreuses fois sa rencontre avec Gabin, qui lui a prédit une carrière. Bien sûr. Qui lui a prédit une carrière phénoménale et qu'avec les femmes en plus, contrairement à ce que disait Pierre Dux, tu ne prendras jamais une femme dans tes bras. Oui, et après, il l'avait croisé sur pour Pierre Dux, pour Pierre Dux, parce que ça a quand même été un très bon comédien et un bon sociétaire de la... Voilà. Très bon acteur, mais c'est vrai qu'il avait pas... il manquait un petit peu d'intuition. Voilà, il manquait un peu d'intuition avec Jean-Paul, ce qui fait que quand un jour Jean-Paul s'est baladé avec Ursula Andress, il a croisé quelques années plus tard Pierre Dux, il lui a fait simplement, en regardant Ursula, on fait ce qu'on peut. Alexandre Arcadi, qu'avez-vous envie de partager avec les téléspectateurs de BFM TV, que vous savez ce soir et que vous avez partagé avec Jean-Paul Belmondo ?
Ben écoutez, moi je voudrais surtout leur dire que Jean-Paul était un acteur qui aimait son public, qui aimait le public. C'était quelqu'un qui était d'une simplicité absolument inouïe. C'était une star immense, mais qui se laissait aborder dans la rue. Les gens venaient lui parler et il prenait plaisir à prendre le temps pour s'exprimer, pour comprendre. C'est pour ça, je crois, fondamentalement qu'il était aimé par les spectateurs français et presque dans le monde entier, parce qu'il y avait cette espèce de générosité qu'il avait, mais qui n'était pas une générosité feinte, c'était pas pour fabriquer un personnage, c'était une immense star, il n'en avait pas besoin, et pourtant il était là, il répondait, il serrait les mains, il était bon camarade avec les techniciens et avec les acteurs, et évidemment, quand Jean-Pierre Mariel était à côté de lui, et nous étions à Montréal, les parties de fou rire absolument incroyables, et c'était inénarrable, c'était incroyable de le voir agir comme il agissait. Moi, jeune metteur en scène de l'époque, j'étais bluffé par cet homme, j'étais bluffé par ce personnage, et si j'ai fait le film, c'est vraiment pour pouvoir avoir un jour dans ma vie la possibilité de tourner avec un tel grand bonhomme, voilà. Et je pense à lui ce soir, et à la fois je suis triste et j'ai envie de lui dire ciao, ciao, Huel. Merci beaucoup d'avoir pris la parole en direct dans cette émission, Alexandre Arcadi. Je rappelle votre film Hold Up en 1985, avec notamment Jean-Paul Belmondo. Alors il y a un gros dossier qu'il va falloir aborder à un moment, c'est Jean-Paul Belmondo, on pourrait dire, et les femmes, ou en tout cas les femmes de sa vie, Jean-Paul Belmondo, et les comédiennes. Parfois les deux se croisent. Je rappelais en début de cette émission que je m'étais penché vers lui la dernière fois où je l'ai interviewé en lui disant « Elle était très belle, Raquel Welch ». Il a partagé l'affiche avec elle dans le film L'Animal, et il m'avait répondu, mais alors vraiment comme un enfant, ah oui, mon Dieu, qu'elle était belle, et avec une spontanéité totale. Qu'est-ce qu'il vous parlait il vous parlait de ses conquêtes? Allez, il était assez discret. Ah oui, mais je pense qu'il était discret, vous avez raison. Il était très discret, il était d'une immense pudeur, Jean-Paul, mais on savait de temps en temps lui poser des questions avec Jean du Jardin, et de temps en temps il nous faisait comprendre que oui, ça s'était fait, ou que non, ça s'était pas fait. Voilà. Il était très très discret. Non, on savait évidemment qu'il avait eu toujours des longues liaisons, a priori de 7 ans, toujours avec des femmes qui ont été très importantes pour lui, mais c'était un grand amoureux des femmes. Oui. Évidemment, il adorait les femmes, il avait énormément de succès. Souvenons-nous du mot de Édith Piaf qui disait « Je sors avec Delon, mais je rentre avec Belmondo ». Et c'est vrai que c'était ça, Jean-Paul, c'était le charme. Et comme disait Ursula André, je n'ai jamais autant ri qu'avec Jean-Paul. Et je crois que c'est ça qui faisait qu'en plus de son charme incroyable, il était tellement drôle que l'agencement des deux était fait qu'il était totalement irrésistible pour les femmes. 1973, De Broca, Le Magnifique. Chef-d'œuvre. Et Rodriguez? Vous avez un grain de peau admirable. Bon, on ne s'en lasse pas. Hein. Non, non. Bien entendu. Dans quelques instants, on sera avec Cyrielle Claire, dans quelques instants, qui a partagé l'affiche du professionnel avec lui. Bon, alors, donc, il ne vous a jamais fait de confidence ou il vous en a fait quelques-unes? Non, est-ce que je vois dans votre regard une petite lumière? C'est pour ça que je me permets d'insister. Vous savez que je vous dis la vérité. Oui. Non, il était très, très pudique. Non, il sait pas du tout. C'est pas quelqu'un qui avait tendance à balancer ses conquêtes, à dire non, il n'avait pas besoin de ça, c'était une telle star. Non, par contre, il parlait des femmes qui ont été importantes, Laura Antonelli, etc. Mais sinon, il disait pas elle. Non, pas du tout. Non, mais il avait une grande délicatesse. Jamais j'ai imaginé ça. Non, mais c'est vrai qu'il était très discret. Et c'est vrai que c'était quelqu'un d'extrêmement pudique, de réservé et de timide, je dirais même, Jean-Paul, quand on le connaissait vraiment. Alors que voilà, dès qu'il était sur scène, il était... Oui, c'est Jean Rochefort qui a raconté la rencontre avec Ursula Andress pendant les tribulations d'un Chinois en Chine. Ils étaient là tous les trois, et puis tout d'un coup, elle arrive, elle se met à table, et tout d'un coup, Jean Rochefort racontait que il n'existait plus, quoi. Enfin, il y avait, voilà, c'était. Alors donc, il a compris, et puis il est parti. Puis après, il y a eu une grande histoire avec Ursula, bien sûr. Candice Mahut. J'avais une question pour Antoine Duléry, parce que c'est vrai que vous êtes un ami de 25 ans. Vous l'avez vu il y a encore 5 jours. Vous nous avez raconté ça très gentiment, et c'était assez émouvant. Et je me disais, il est irrésistible auprès des femmes, évidemment, mais auprès des copains aussi. Oui. Et c'est vrai qu'il y a
Depuis 2001, on le savait un peu fatigué, mais il a toujours gardé cette énergie. Et depuis que Charles Gérard est parti, puis Rémi Julienne, est-ce que c'est pas aussi le départ des copains qui l'a beaucoup Si, je crois que ça a été très dur. Vous savez, justement, il n'était plus accompagné de femmes. Il avait perdu tous ses amis. Il n'y avait plus de restaurants qu'on partageait tout le temps. Et c'est vrai que je crois que d'un coup, tous ses copains sont partis. Il y a eu une moisson épouvantable l'année dernière et juste avant. Il y a eu Rochefort, il y a eu Marielle, il y a eu Claude Rich, il y a eu Claude Brasseur. Moi, j'étais avec lui quand il a appris la mort de Claude Brasseur. Après, effectivement, comme vous dites, il y a eu Rémi Julienne, Robert Hossein, enfin voilà, Guy Bedos. Et je crois qu'effectivement, d'un coup, le fait qu'il ne pouvait plus voir ses potes, il ne pouvait plus aller au restaurant, il n'était plus parti en vacances pour la première fois cette année, plus profiter de son soleil qu'il aimait tant. Je crois que là, à un moment donné, Jean-Paul s'est dit, ben voilà, je vais pas traîner, je vais raccrocher les gants, parce qu'effectivement, il n'y avait plus les copains. Et quand il n'y a plus les copains, Jean-Paul, il vivait vraiment pour ça. Et nous, on a passé des années à déjeuner, peut-être pratiquement une fois ou deux par semaine. Et c'est vrai que le départ de Charlot, je crois, a été malheureusement très, très important. Charles Gérard, c'était son frère, son ami. Et je crois qu'on n'a pas été assez conscient de l'importance de la perte de Charlot. Peut-être qu'on peut avoir une petite pensée ce soir pour Pierre Vernier, qui est bien sûr, évidemment le dernier de la fameuse bande. Avec Françoise Fabian. Et Françoise Fabian également. Voilà, exactement. Qui était là au conservatoire. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est les deux de la bande. Il m'avait dit d'ailleurs, Jean-Paul, à la mort de Brasseur, il m'avait fait ça. Et je lui ai dit, oui, je sais, il t'en reste deux. C'est effectivement Fabian, qui est toujours là, Françoise, qui est magnifique, et Pierre Vernier, qui est très en forme. Donc on pense à eux, et évidemment à toute la famille de Jean-Paul et à ses enfants. Michel Boujna, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un sacré bonhomme dont on parle depuis maintenant plus de 2 heures sur l'antenne de BFM TV. Dites-nous ce que vous avez envie de nous raconter, vous, ce soir, sur ce comédien, cet ami, et ces moments que vous avez partagés avec lui. D'abord, sur le comédien et sur ce qu'il représente, c'est évidemment extrêmement important. Je parlerai de son humilité par rapport à son statut. Je parlais de l'humilité qu'il avait par rapport à son travail, qui était incroyable, à sa générosité et évidemment au mot qu'on a employé beaucoup aujourd'hui, qui est sa légèreté. Mais comme je dis, la légèreté c'est sérieux, la légèreté c'est profond, la légèreté c'est magnifique. Et Jean-Paul était la preuve vivante de l'importance de ce mot. Quant à l'ami et quant aux camarades de bamboche ou de rigolade, je peux vous dire que il va évidemment beaucoup me manquer. Antoine, qui est avec vous, le sait encore mieux que moi à quel point il était tout le temps drôle, tout le temps généreux, tout le temps chaleureux. Mais je refuse absolument d'être trop triste parce que il n'aurait pas supporté qu'on rigole pas. Voilà. Il n'aurait pas supporté qu'on fasse pas les idiots. Il n'aurait pas supporté. Moi, je vous dis quand même que il y avait un gars, il était célibataire sur un tournage. Je citerai pas son nom, mais enfin bon, il lui coupait les cheveux. Et il se plaignait tout le temps. Et Jean-Paul, il a mis une chèvre dans sa chambre. Mais une vraie chèvre, hein. Et je peux vous dire qu'on a rigolé. Moi, il m'a emmuré. Il m'a emmuré, hein. Comment ça, il vous a emmuré ? Un matin, je vais pour sortir de ma chambre pour aller sur le tournage, sur Les Misérables, et je peux pas sortir parce qu'il a mis une armoire normande avec des pains dedans. Elle est tellement énorme qu'elle bouche la porte. Je peux pas sortir. Et il me dit, tu sais, il y a Claude Lelouch, il t'attend pour tourner, t'as pas intérêt à être en retard. Il y a Annie Girardot, tout le monde est prêt, hein. Allez, à bientôt. Et il s'en va. Et je peux pas bouger. C'est épouvantable. Mais c'était aussi ça. C'était un plan de dingue dans Les Misérables où on était dans un camion et il y avait un train, des soldats allemands, des figurants dans tous les sens. C'était la nuit, c'était un plan très cher et tout. Et Claude, il vient nous voir, Lelouch, il nous dit « Soyez gentils, pas de blague ». Et nous, évidemment, on dit... Et moi, je dis à Jean-Paul, je dis « Si je vous lis Les Misérables jusqu'au bout, est-ce que vous m'emmenez en Suisse ?» Et il me disait dans le texte, je ne peux pas, j'ai trop de déménagements à faire. Il était déménageur dans le film. Et à ce moment-là, on tourne, moteur, le train, machin, les figurants, enfin bon, c'était une usine à gaz. Et à ce moment-là, je lui dis ma phrase et lui me dit, je ne peux pas, j'ai trop de démangeaisons.
Et évidemment, j'explose de rire. Évidemment, Claude vient me voir pour me tuer en disant « Mais je vais te tuer, pourquoi tu rigoles ?» J'ai dit « Mais écoute, c'est pas moi, hein, c'est Jean-Paul. Je te jure, écoute ce qu'il m'a dit. » Et on a ri pendant... voilà. Et en même temps, c'était un grand professionnel, évidemment. En même temps, c'était une leçon de travailler avec lui. Et en même temps, je vous dis, cette espèce d'humilité formidable qu'il avait. Il était, en fait, bizarrement, il était tout le temps au service de ce qu'il faisait, de ce qu'il racontait. Voilà, vous savez, Jean-Paul qui s'en va, bon, on va pas l'oublier, évidemment. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est juste absent, comme on dit chez moi. Mais Jean-Paul qui s'en va, c'est comme si demain vous vous levez, vous vous baladez à Paris, il n'y a pas la Tour Eiffel. Vous voyez, c'est comme si vous allez sur la promenade des Anglais, là, pas loin de chez moi, et il n'y a plus la mer. C'est Jean-Paul. Michel Baugenas, pardon, je vous interromps parce que je vois Antoine Duléry vous écouter avec beaucoup d'émotion et à mon avis partager avec vous toutes les absences que vous êtes en train de projeter. Car ces moments. Oui, c'est très vrai ce que dit Michel. On a fait d'ailleurs le même film ensemble. Et oui, c'est très beau ce qu'il dit. Il va vraiment nous manquer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être. On est triste, mais on ne veut pas parce que Jean-Paul, c'est ça, c'est la joie de vivre, c'est ce type qui s'est jamais plaint, qui toujours avait le sourire, qui était une leçon de courage et d'humilité, comme dit Michel. Mais c'est vrai qu'on a, voilà, alors il va nous manquer évidemment, mais il sera toujours là. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie. Il serait là, il dit, nous faites pas chier, on va se marrer, on va aller boire un coup. Et ce soir, je vais aller boire un coup à sa soirée. Vous avez bien raison. Voilà, avec des copains très chers à qui il manque beaucoup aussi ce soir. Michel Baugenas, votre première rencontre avec lui? S'il avait été capable, il aurait pu la démonter dans la nuit, la Tour Eiffel. Hein. Ah oui. C'était quoi votre question? Ma question, c'était votre première rencontre avec Jean-Paul Belmondo. Ah, c'était à Montréal, il tournait Hold Up et moi je jouais mon spectacle au festival. On se connaissait pas beaucoup. Moi j'étais venu sur le tournage, c'était le 14 juillet, on avait fini de travailler tous les deux. Et il m'a dit, viens dîner avec nous. On va faire la fête, c'est le 14 juillet. Je suis rentré à 7h du matin en caleçon. Il m'a déposé sur le comptoir de l'hôtel et il a dit à la réceptionniste « Occupez-vous du petit, il n'est pas très frais. » Et d'ailleurs, il m'a appelé mon petit Baugenas toujours. Et à partir de là, je ne l'ai jamais quitté. Et à partir de là, tous les 14 juillet, je lui téléphonais. J'oubliais jamais ce rendez-vous qu'on avait. Et évidemment, quand Claude Lelouch est venu me dire que j'allais tourner avec lui, j'étais collé au plafond. Moi, je dansais la Java toute la journée parce que je savais que quoi qu'il arrive, on allait beaucoup s'amuser, on allait beaucoup rire et en même temps, on allait beaucoup travailler parce que c'est avec cette légèreté que l'émotion arrive aussi. C'est avec... ça va maintenant. Je suis fatigué de parler de ça parce que le reste, c'est difficile pour moi. Et pour Antoine aussi, et pour nous tous. Et je pense à son frère, je pense à sa famille, à sa fille, à ses enfants, à tout le monde. Voilà, ça va être un moment particulier que de célébrer son départ. Et malgré l'humilité qu'il avait, eh ben, on doit le célébrer. On doit le célébrer comme on célèbre la Tour Eiffel. Merci beaucoup, Michel Baugenas, d'être intervenu dans cette émission et d'avoir pris la parole avec émotion. Et vous nous dites que voilà, il y a un stade où vous souhaitez que ça s'arrête. Et ben, on le comprend tout à fait. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Cyrielle Claire, qui a partagé avec lui l'affiche du professionnel. Merci beaucoup d'être avec nous, Cyrielle Claire. Là aussi, on a envie de vous demander quel est le premier souvenir. On a envie de le voir vivant ce soir, notre Jean-Paul Belmondo, qui vous réunit avec lui. Peut-être une première rencontre, en tout cas un premier échange de texte. Je ne sais pas, je vous laisse choisir. Eh bien, effectivement, la première rencontre, oui. J'ai rarement rencontré un homme aussi gentil que lui, en tout cas dans notre milieu professionnel. Et la première rencontre s'est trouvée dans le bureau du grand producteur Alexandre Mouchkine, et où il y avait les deux producteurs, la directrice de casting, tout le monde. Et j'avais été pressentie pour un rôle
et un rôle secondaire, sympathique, mais voilà. Secrètement, je pensais à un autre rôle, mais je me suis dit, c'est bien déjà qu'on ait pensé à moi pour ce rôle-là. Et Jean-Paul arrive, il salue tout le monde avec son panache et son magnifique sourire. Et il termine par moi, il me regarde droit dans les yeux et il dit « Alice !» Pour lui, c'est une évidence. Donc j'ai joué le rôle de son amoureuse et c'était magnifique. Ça a été notre tout premier regard et notre première rencontre. Donc déprogrammé puis reprogrammé pour un rôle important. Voilà, exactement. Exactement. Alors une fois qu'il a eu dit je la reconnais en tant que ma partenaire, celle qui doit jouer mon amoureuse, ma maîtresse, les autres, ils se sont tous regardés comme ça en disant ah bah oui. Donc c'était assez drôle, c'était formidable. Et ensuite, bon, ce que j'ai à dire sur Jean-Paul, c'est que c'est un homme, voilà, d'une générosité. Il a été extraordinaire pour la jeune actrice débutante que j'étais. Bon, comme le sont d'ailleurs toujours les plus grands. Cette générosité incroyable, mais avec tout le monde d'ailleurs, puisqu'avec les fans aussi, après la journée de tournage, ça on l'a beaucoup dit, mais je l'ai vécu, il prenait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour signer des autographes, pour dire bonjour à chacun, enfin c'est absolument remarquable. Et en dehors de ce film que nous avons tourné ensemble, nous avions une passion commune qui est celle du tennis. Et on se retrouvait très souvent à Roland-Garros, où nous étions très assidu. Voilà. Et puis, bon, sa fidélité en amitié est vraiment quelque chose de très, très, très précieux. Et quant à son humour, bah, tout le monde a pu le voir, le constater. Et pour moi, c'est un signe d'une belle âme, sensible, d'une grande intelligence. Et pour terminer, je voudrais dire que c'est un homme libre. Et c'est ça que je garderai de lui dans mon cœur. Un homme libre. Merci beaucoup de nous avoir en quelque sorte tracé ce un portrait intime de votre relation avec Jean-Paul Belmondo. On voyait des photos absolument magnifiques qui défilaient de votre tournage dans le professionnel. Merci beaucoup Cyrielle Claire d'avoir pris la parole. C'est vrai, je voulais juste rajouter Yves que c'était quelqu'un effectivement qui était très fidèle en amitié. Et il me l'a prouvé, moi ça m'a beaucoup touché. J'ai fait un spectacle et qu'il avait beaucoup... Mais il est venu 4 fois le voir. Et ça, pour moi, c'était... Il me dit, mais c'est normal, j'aime... Et j'étais très touché, mais extrêmement touché. Mais il me dit, c'est normal, j'ai bien aimé, etc. Une grande fidélité, et après on discutait, etc. Et à chaque fois avec ses copains, il était que ce soit évidemment les Marielle, ça vous disiez tout à l'heure, il a imposé beaucoup de ses copains qui démarraient au départ, tu te souviens, il a imposé Rochefort, il a imposé Marielle. Michel Beaune, etc. Il avait une vraie fidélité. Pardonnez-moi pour nos téléspectateurs, quand vous dites il a imposé, c'est-à-dire que ses copains de conservatoire ou ses amis, il leur a donné du boulot au sens premier du terme. Tout à fait, notamment Charlot. Charlot me racontait, Charlot, il le branchait sur tous ses films. Charlot me disait des trucs extraordinaires, il me disait de temps en temps, Charles Gérard, il me dit j'arrivais, puis il me dit tu vas faire le film, et puis il descendait. Il me dit, je fais pas le film. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont pas donné assez. Alors, t'inquiète pas, lui disait Jean-Paul, je remonte. Et jusqu'au moment où la tractation se faisait, il a vraiment imposé. Après, des copains, évidemment, qui ont fait des très, très belles carrières. Mais au départ, il a imposé. Il a dit, ça ferait pas imposer d'une façon délicate. J'aimerais bien qu'il y ait Pierre Vernier, j'aimerais bien qu'il y ait Michel Beau, etc. C'est extraordinaire. Ça ne se fait plus jamais maintenant. On est plus dans un règne très individualiste. Aucun acteur ne fait ça. Aucun acteur. Il y a un autre acteur de grand talent qui vient de réagir, c'est Jean Dujardin. C'est lui aussi un de vos amis. Et il a posté une première réaction qu'on va lire sur cet écran. Tu vas me manquer, tu vas tellement nous manquer. Merci Jean-Paul. Je suis frappé depuis le début de cette émission de voir à quel point il y a une affection de ses partenaires, de ceux qui ont partagé cette vie professionnelle avec lui. Et franchement, elle n'est pas feinte, Candice. On assiste à beaucoup d'hommages, parfois il y a eu des tensions, etc. Là, le mot qui revient tout le temps, c'est générosité. Oui, générosité. Et puis Antoine en parle mieux que personne sur ce plateau, puisqu'évidemment, c'était vraiment son ami, mais son sens de l'amitié, c'est ce qui ressort à la fois dans le milieu du cinéma, à qui, donc, justement, il n'avait de cesse que de mettre en valeur, justement, ses amis, ses partenaires, être bon camarade, tout ça revient, ce sont des mots qui reviennent. Et puis, dans le public, on a pu interviewer quelques personnes près du quartier de la rue des Saints-Pères, là où il a longtemps habité. Il était tellement comme un pote, un oncle, quelqu'un qu'on aimait avoir dans notre salon, finalement, à travers, ou dans nos salles, à travers les films incroyables qu'on a adorés.
Laurent Bourdon? Je pense que c'est la grande différence entre ces deux stars du cinéma français, Belmondo, Delon, c'est que voilà, Belmondo c'est le copain, Delon voilà, c'est le guépard. Belmondo c'est l'ami, l'homme de Rio. C'est l'ami, c'est le grand frère, c'est le père, c'est l'ami. C'est vrai que là, on lui rend hommage. Souvent, les hommages, on dit toujours tout le monde est formidable, etc. Oui. Mais c'est la vérité. Ce soir, on peut le faire sereinement. Ce soir, on peut le faire sereinement. Oui, mais c'est vrai. On est en accord avec nous-mêmes. C'est vrai. Et là, c'est vrai. Tout ce qu'on dit est vrai, quoi. Je le dis aux spectateurs, ils le savent. J'ai pas besoin de leur dire, mais c'est vrai. Tout ce qu'on dit est vrai. Ce mec était exceptionnel, vraiment de gentillesse. Enfin, de tout ce qu'on a déjà dit, il était incroyable. Moi, je l'ai vu avec des figurants comme ça, d'une gentillesse, de parler avec tout le monde et pas pour les caméras, vous voyez ce que je veux dire. Il était comme ça. Quand je vous disais qu'il signait 3/4 d'heure d'autographe après 3 heures de spectacle, il le faisait tous les soirs. Il s'est donné à son public avec un courage fou et oui, vraiment, c'était un mec formidable. Igor Saïri, vous êtes devant le domicile de Jean-Paul Belmondo et vous avez recueilli des réactions auprès des Français qui vous disent leur amour et leur affection pour ce comédien. Oui, alors actuellement, Yves, il y a beaucoup plus de journalistes que de fans, simplement parce que sans doute que beaucoup de monde ne connaissait pas la dernière adresse de Jean-Paul Belmondo. Nous avons croisé quelques-uns quand même de fans de Jean-Paul Belmondo. Un couple d'une 50aine d'années venant de Strasbourg m'a raconté une anecdote très sympa. Ils étaient venus en vacances il y a quelques années et ils voulaient absolument croiser Jean-Paul Belmondo. Ils sont allés à son ancienne adresse, rue des Saints-Pères, et malheureusement, Bébel avait déjà déménagé. Ils ont laissé un petit mot, le donnant au gardien de l'immeuble, qui l'a transféré à Jean-Paul Belmondo et qui a ensuite envoyé des photos dédicacées à ce couple de Strasbourgeois qui est revenu en vacances aujourd'hui et qui comptait aussi passer devant son domicile. Malheureusement, Jean-Paul Belmondo est décédé, mais ils étaient très affectés évidemment par le décès de quelqu'un qu'ils adoraient, notamment dans ces films de cascade, L'As des As, ils m'ont cité, Itinéraire d'un enfant gâté aussi, puis cette scène très marquante, Jean-Paul Belmondo accroché à un hélicoptère, le Guignolo, celui-ci aussi, ils s'en souvenaient tous. Et puis il y a un homme, un riverain, qui le croisait régulièrement dans le quartier, qui est venu apporter une rose en bas de l'immeuble. Et il m'a dit, c'est l'équivalent de Johnny Hallyday au cinéma. Je propose de l'écouter au micro de Frédéric Leclerc-Imhoff. Quand je retourne au métro, il était avec son chauffeur et son chien, et on le voyait assez souvent. Enfin, c'était un personnage qu'on voyait souvent à Invalides. Et il était même avec son... Je pense qu'il est décédé maintenant aussi. C'était un cascadeur qui était assez connu, qui était un de ses amis. Et donc du coup, on était habitués à le voir. On a perdu Johnny pour la musique, on perd Belmondo pour le cinéma. Et un patron, quoi. Quelqu'un qui a toujours le sourire, un monument. Mon film préféré, c'était L'Incorrigible, parce que je pense que ça couvre pas mal de son œuvre et toutes ses cascades et ses jeux de mots. Et voilà. On a pu apercevoir au 6e et dernier étage de cet immeuble des visages de ses proches qui sont censés peut-être descendre dans la soirée. Mais pour l'instant, aucune réaction officielle évidemment de sa famille ici devant son adresse Quai d'Orsay. Eh bien justement, merci beaucoup Igor Saïri. Parlons de cette famille Belmondo, peut-être sur 3 générations. Le père sculpteur, aujourd'hui Jean-Paul qui vient de disparaître, et puis son fils qui était très présent à ses côtés ces dernières années. C'était assez touchant de voir, on l'a vu, les enfants de stars, on les voit grandir, donc ils font partie de la famille France d'une certaine façon. C'est toujours assez troublant. Oui, je pense qu'on parlait tout à l'heure du personnage Belmondo. Je pense que le cocon familial dans lequel il est né fait beaucoup. Son père donc est sculpteur célèbre. Quand Belmondo va être invité par le président de la République, Charles de Gaulle, à l'Élysée, il va lui demander des nouvelles de son père. Le cinéma, il ne savait pas trop si Belmondo, c'est ça. Voilà. Le Belmondo qu'il connaissait le mieux, c'était le père. On est bien d'accord. Voilà. Qui s'appelait aussi Paul Belmondo. Donc, sa mère aussi est très importante. Ils se sont rencontrés, le père et la mère se sont rencontrés aux Beaux-Arts. Elle dessinait, elle peignait, elle était artiste, mais après, elle s'est effacée un peu devant la carrière de son père, comme beaucoup de femmes, comme beaucoup d'épouses. Et donc, elle a continué tout de même. À l'époque, bien sûr. J'entends bien. Donc, elle a continué à faire pour la famille et pour elle. Et en privé, elle a continué à exercer son art. Mais elle a beaucoup aidé et accompagné Jean-Paul. Elle est allée combien de fois dans des écoles où on le refusait une fois, il était à l'école Pascal. Et le directeur de l'école dit, écoutez...
On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on le garde parce qu'il est excellent en foot. Alors bon, c'est formidable, il nous fait gagner des trucs. Bon, mais voilà, donc elle a accompagné, quand il a voulu faire du théâtre, son père a appelé des copains, des gens, et en particulier André Bruno, qui était une grande vedette. André Bruno, dans Entrée des artistes, c'est celui qui... c'est Louis Jouvet vient le voir pour essayer de débaucher une de ses employés qui repasse du linge. Oui. Bref, André Bruno était une grande vedette du théâtre à cette époque-là, connaissait très bien Paul Belmondo, et donc Paul l'appelle, et il accepte de faire passer une audition à Jean-Paul Belmondo. C'est au Théâtre Marigny, c'est incroyable, le Théâtre Marigny, là où il va revenir des années plus tard, et il arrive comme ça, le pauvre Jean-Paul, il a 16 ans, enfin bon, et il récite une fable de La Fontaine, le savetier et le financier. Et André Bruno, je dis, appelle son père et lui dit non, je crois que c'est pas la peine d'insister, il ne fera jamais rien. Voilà. Le foot ou le tennis, ça sera mieux. Et voilà, et le pauvre Jean-Paul pleure, et son père et sa mère sont consternés, voilà, et ils vont encore faire autre chose. Ils vont l'accompagner tout le temps. Ils vont lui sous-louer ou enfin lui donner à titre bénévole. Il peut habiter un appartement de l'immeuble de la rue Victor Considérant. C'est une rue qui arrive à côté du Lion de Belfort, là-bas. Et donc, enfin là-bas à Paris, je veux dire évidemment. Et donc dans cet appartement où il y a une plaque maintenant qui dit ici a vécu Paul Belmondo, le sculpteur, c'est là qu'il habitait et c'est là qu'il a commencé ses premières cascades, puisque sa mère l'a vu un jour suspendu dans la cage d'escalier, voilà, en train de faire là. Enfin, c'est incroyable. Donc déjà à cet âge-là et enfant, il aimait ça. Ce qui est très émouvant, c'est ce que vous nous décrivez, parce que dans l'extrait d'interview qu'on a diffusé tout à l'heure, il dit « J'ai toujours voulu être acteur ». C'est-à-dire le petit garçon Belmondo voulait être comédien. Voulait être acteur. Toujours. Oui. Alors il voulait être boxeur d'abord et ensuite acteur. Mais c'est ça à peu près. Oui, et puis il y a eu un épisode avant, paysan, parce qu'il a eu des problèmes de bronches, et ses parents l'ont envoyé en Auvergne, à Lanche, c'est ça. Et là, il rencontre plein de copains qui sont dans la... Et il se dit « Je vais être paysan ». Et il dit, c'est formidable, il écrit une lettre à ses parents, ça y est, j'ai trouvé ma vocation, je veux être paysan, gardien. Et puis finalement, quand même, pendant cette année qu'il passe là-bas, il participe aux fêtes, aux kermesses, aux choses comme ça, et il s'aperçoit qu'il fait rire, enfin, voilà, il s'aperçoit qu'il a que le public, qu'il attire. Il se passe quelque chose. Et voilà, c'est là qu'il va commencer à... Petite parenthèse, pardonnez-moi, vous qui savez tout surtout... Non. Si, quand même, il s'est bien blessé en tournant avec De Broca, je ne sais plus si c'est l'homme de Rio. Enfin, j'allais dire, le nez et les dents... le nez, c'est avant. Alors, le nez, c'est dans la cour de récréation. Non, c'est même pas dans la boxe. C'est dans une cour de récréation, il y avait de la bagarre et il l'a reçu. Et il a dit plusieurs fois qu'il remerciait ce petit camarade dont il ne se souvient plus ni du nom ni rien du tout, qui lui a fait cette gueule. Et donc, non, c'est pas la boxe. Antoine, rapidement, il retrouve Christiane Ariely. Je veux juste dire que par rapport à Charles de Gaulle, Jean-Paul qui a toujours été triste de faire du tort à son père, et quand Jean-Paul devient une star, il est déjà une énorme star à 30-35 ans, il est reçu, me dit-il, par Charles de Gaulle, et il dit, j'étais content parce que je suis reçu avec mon père. De Gaulle descend le perron et il fait « Monsieur Paul Belmondo, je vous admire beaucoup, et vous, jeune homme, ça commence. » Et il me dit « J'étais content, les choses étaient à leur place. » Et évidemment, après, il va insister pour faire ce musée Belmondo, Paul Belmondo, à Boulogne. Juste avant de retrouver Christiane Ariely avec grand plaisir, on va écouter Tony Yoka, notre grand boxeur, réagir et parler de Jean-Paul Belmondo. C'est un grand personnage de la boxe. En France, il a fait énormément pour la boxe. Je garderai que des bons souvenirs de lui. J'ai eu l'occasion de le voir à mes combats de boxe, en dehors. J'ai eu l'occasion d'aller manger avec lui, de discuter, d'échanger avec lui. Je fais 2 mètres, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais à côté de M. Belmondo, je me sentais petit parce que c'est juste l'homme, en fait. L'humain, il était tellement imposant et grand que voilà, tu avais juste envie de l'écouter parler, en fait. Et c'est ce qu'on espère être bientôt un champion du monde des super lourds qui vient de s'exprimer. Quand j'étais à côté de M. Belmondo, je me sentais toujours intimidé. Jean-Paul qui avait, même après son AVC, qui avait une gauche ou une droite terrible. Moi, il me bourrait de coups de poing alors qu'il avait quand même la moitié du corps paralysé. C'était le point de vue. J'espère, Christiane Ariely, puisque vous nous avez retrouvé, rejoint, qu'il ne s'est pas comporté comme ça avec vous et qu'il ne vous donnait pas des coups de poing pour voir comment vous résistiez. Non, pas du tout, pas du tout. Non, j'avais pas du tout ce genre de rapport avec lui, même si on rigolait et on disait beaucoup de bêtises.
Et d'ailleurs, voilà, bon. Moi, je vous entendais et j'entendais tout ce qu'on disait de lui. C'est difficile de rajouter quelque chose d'autre parce que c'est tellement vrai tout ce qu'on dit que je vois pas trop ce que je pourrais rajouter à part que je l'aimais profondément. Antoine le sait, on se voyait parfois aussi avec Antoine. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'était avec Antoine et Pierre Richard. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Antoine, de ce déjeuner qui était assez folklore parce que Pierre Richard, Jean-Paul et Antoine, c'était la table était dévastée à la fin du repas. Mais non, c'est vrai que je suis triste comme tout le monde, même si c'est quelqu'un de joyeux à qui on va penser toujours avec beaucoup de gaieté et beaucoup de joie de vivre. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses à mes débuts. Il était très... Moi, ce que je dis beaucoup sur Jean-Paul, c'est qu'il nous fait aimer ce métier, nous les jeunes comédiens, pour les bonnes raisons. Il aimait ce métier pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons de ce métier. Et c'est ça que j'ai appris beaucoup avec lui et qui me rassurait sur ce métier. Qu'on pouvait aimer le théâtre, le cinéma, la télé, on pouvait s'amuser en faisant ce métier. Dans L'Inconnu dans la maison, le film que vous avez tourné ensemble, on voit une image et une façade de Jean-Paul Belmondo assez sombre et ce n'est pas souvent le cas. Oui, c'était un risque d'ailleurs qu'il prenait. Je me souviens comme ça des discussions. C'était un film donc de Georges Lautner et il faisait le remake de L'Inconnu de la maison. Et il disait mais c'est un risque, on n'a pas l'habitude de voir ce Jean-Paul là. Et moi j'adore quand il prend des risques, au fait, Jean-Paul, parce qu'il a fait beaucoup de films et dans cette carrière, dans toutes ses carrières, la prise de risque en dehors évidemment de se pendre sous un hélicoptère fait partie du métier. Et il avait tenté. J'ai un souvenir évidemment très émouvant de ce film parce que moi j'étais terrifiée au départ. C'était mon premier film. Et depuis ce jour-là, c'est quelqu'un qui me parlait beaucoup de théâtre, parce que je jouais déjà au théâtre, et qui me disait souvent « n'abandonne jamais le théâtre ». Il me disait souvent moi, j'ai un moment de ma vie où j'ai arrêté le théâtre et je regrette parce que je ne peux plus faire des rôles que j'aurais aimé faire de cet âge-là. Et du coup, il m'a proposé une pièce avec Antoine, d'ailleurs, qu'on a joué pendant 1 an. Vous avez bien fait d'intervenir en pensant qu'on avait déjà tout dit sur Jean-Paul Belmondo parce que vous nous apportez vos petits secrets à vous, ces liens que vous avez tissés avec lui et c'est tout à fait émouvant. Je peux le dire, il aimait beaucoup Christiana. Voilà. Et moi, je l'aimais beaucoup et j'aime beaucoup Alain. Et je voulais juste dire aussi qu'il fait partie de ces rares personnes qui allaient au théâtre. Il était en dehors de la fidélité qu'il avait pour ses amis. Et comme disait Antoine, qui est venu le voir 4 fois, moi, il est venu aussi à chaque fois voir mes spectacles. Et Alain m'appelait, même quand il avait beaucoup de mal à marcher. Et il venait faire des repérages pour savoir comment il pouvait accéder à la salle. Sans trop sans trop être, que ce soit pas trop dramatique pour lui. Et quelqu'un venait faire un petit repérage, savoir s'il y avait beaucoup de marches à monter, comment il pouvait faire. Et il y allait. Et il rentrait par la porte avec le public. Il avait du mal des fois à monter les marches pour accéder à certaines salles. Il venait voir la salle, comment elle était, demander juste une place un peu accessible pour lui. Et il restait jusqu'à ce que tout le monde quitte la salle pour recevoir les acteurs à la fin du spectacle. Et des jeunes acteurs avec qui je jouais étaient émerveillés de savoir que lui, Charles Gérard et Alain, ils restaient jusqu'au bout et juste pour féliciter les acteurs du spectacle. Alain que vous avez cité, Alain Belmondo, son frère, bien entendu. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Christiana Reali, d'être intervenue dans cette émission spéciale consacrée à Jean-Paul Belmondo. Il y a quand même une question qui me perturbe, c'est puisqu'il voulait faire ses cascades tout seul, quand on sait ce que sont les problèmes d'assurance au cinéma, je veux dire, ça a dû donner des frayeurs absolument épouvantables à tous ces metteurs en scène, à tous ces producteurs, et comment le laissait-on faire? Enfin, c'est ça qui est incroyable. Voilà, dans l'immeuble, dans son enfance, il cascadait dans la cage d'escalier. Enfin bon, c'est dans ses gènes, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qu'il voulait. Et puis, c'est au moment de l'Homme de Rio qui rencontre Gilles Delamarre. Gilles Delamarre, qui est un cascadeur formidable. Ouais. Et puis, il a un charisme, enfin, il a un visage formidable. Et ils vont être copains. Et petit à petit, comme Gilles Delamarre voit Belmondo pour passer d'une chambre à l'autre, passer plutôt par la façade plutôt que par le couloir, il dit peut-être il y a des choses à faire. Et donc il a commencé à faire
cascader Jean-Paul, et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis ça a continué. Mais c'était pas pour que voilà, c'est sa passion. Enfin, il adore ça. Alors évidemment, après il y a des critiques, beaucoup qui l'ont traité de cascadeur et puis de comédien. C'est complètement ridicule. Bah, lui savait faire les deux. Exactement. On ne se demande pas si Steve McQueen conduisait ses voitures. Jean Marais avant lui. Et il adorait ça, et il était formidable. Mais c'est vrai que d'ailleurs, quand il a rejoué au théâtre, il m'a dit, tu comprends, moi j'étais trop âgé pour faire des cascades. Mais cette adrénaline que j'avais plus, je la retrouve au théâtre. C'est pour ça que je refais du théâtre, parce que je peux plus faire de cascades. Candice. Antoine, vous qui aussi l'avez suivi jusqu'au bout, est-ce qu'il aurait aimé refaire un dernier film? Parce qu'il y a eu des projets. Est-ce que vraiment il avait cette envie, ou est-ce que c'était juste des envies de producteurs et de réalisateurs? Et ce sera notre dernière intervention, je me permets de prévenir Antoine, avant de retrouver Natacha Polony et ses invités. Pardon. Non, j'avais un projet de film avec lui qui malheureusement a été avorté il y a quelques années. Donc ça, il avait envie de le faire, oui, mais après, comme ça s'est pas fait après, non. Après, je crois que vraiment, il voulait plus. Il avait fait ce dernier film avec Francis Huster, d'après Umberto D. Et puis je crois que là, il voulait plus. Puis après, malheureusement, les choses se sont accélérées dans le... C'était très compliqué. C'est ce que je voulais juste dire, c'est que moi je trouve que c'est très bien que sa filmographie s'achève avec ce film qui est effectivement un remake, Un homme et son chien, avec plein de copains à lui, plein de et ça faut le revoir. Il a été très heureux de faire ce film. Voilà, qui a été très mal reçu par la critique. Oui. Ça a été, je ne sais plus qui dit, mais c'est le défilé des stars ou je sais pas quoi. Enfin bon, vous m'aviez promis d'être rapide, non? Pardon? Vous m'aviez promis d'être rapide. Merci beaucoup. On va terminer cette partie d'émission. Vous retrouvez dans quelques instants Aurélie Casse et Natacha Polony. Merci infiniment à vous deux de nous avoir rejoints. C'est tous les artistes et les comédiennes qui sont intervenus dans cette émission. Ça continue dans un instant, je vous l'ai dit, avec Natacha et Aurélie. Et on va découvrir, avant de se séparer, le cascadeur que fut Jean-Paul Belmondo. C'est un reportage de Claire Fleury. Il n'a peur de rien. Bébel a 29 ans et virevolte entre les voitures. Dans un Saint-Jean-Hiver, il exécute ses premières cascades. Il en ressortira avec une main blessée, mais pas de quoi le refroidir. Ensuite, il ira toujours plus loin et plus haut. Comme certains acteurs américains, il veut réaliser ses cascades lui-même. Les gens ont besoin de ressentir que c'est le héros qui est vraiment là. Parce que brusquement, si vous descendez sous un hélicoptère et que c'est un petit point qui descend... Il y a aussi chez cet ancien boxeur et ce sportif émérite l'envie de se dépasser, de vivre à 100 à l'heure, sans craindre quoi que ce soit. C'est un peu comme si un boxeur, quand il monte sur le ring, quand il monte les marches, il a peur. Une fois qu'il est dessus, il l'a plus. Et moi, une fois que j'enfonce le pied, ça part. Seulement, ça lui vaut régulièrement des problèmes, comme pour cette scène de peur sur la ville où il se blesse et est contraint au repos 3 semaines. Le public aime ses prises de risque, la critique moins. Trop populaire, Bébel agace. Oui, bien sûr, on me reproche toujours, puisque souvent on dit quel dommage que, disons, qu'un acteur comme moi fasse les cascades. Et puis c'est aussi dur finalement que de prendre une mine très triste pour jouer des révolutionnaires ou je ne sais quoi, ce qui est à la mode en ce moment. Oui, mais si vous jouiez les révolutionnaires, vous auriez des prix d'interprétation. Ah voilà, je serais primé sans doute beaucoup plus, mais finalement je m'amuse plus comme ça, alors j'aime mieux ne pas avoir de prix. Et il ne changera jamais sa ligne de conduite. À 65 ans, c'est lui qui propose cette scène à Patrice Lecomte. Je vais pas me retaper ce truc-là. Pour nous en mettre plein les yeux, mais sans se prendre au sérieux. Non mais c'est vrai, hein. De quoi j'ai l'air.